Très bien, bien bonjour. Bonjour à vous tous qui êtes ici réunis à Paris pour ce colloque, même si ça a été un peu difficile de venir avec les transports, les métros, les avions, les patins à roulettes. Merci à Sophie de m'avoir invité. Merci à Daniel d'avoir organisé une fois encore avec Sophie ce colloque ce dimanche à Paris pour échanger sur tout ce qu'on sait faire dans le monde de l'hypnose, pour nos patients, pour faire que les choses soient le plus simples possible. Alors, je vais vous parler de dépression, forcément. Je vais vous parler d'antidépresseurs. Je vais surtout vous dire comment j'en suis arrivé depuis 20 ans, à vivre sans antidépresseurs. Vous savez que tous les psychiatres vivent sous antidépresseurs. Hein. Bon, moi j'ai mis 15 ans à me sevrer. Ça n'a pas été si simple que ça. Maintenant, ça va plutôt mieux. Donc voilà quelques images comme ça en passant qu'on trouve sur Internet. Quand on tape dépression, on trouve ces gens-là qui sont prostrés, douloureux, qui sont repliés sur eux-mêmes. On parle de dépression, mais bon, je vais échanger avec vous rapidement pour qu'on se mette d'accord sur le concept de dépression, parce que le concept de dépression, il est quelquefois extensif, et du coup aussi les traitements sont extensifs, quoi. Bon, alors c'est une phase dans la vie, il y a un moment de la vie comme ça, qui est nouveau, qui est différent, avec des changements significatifs, et qui vont concerner en particulier l'humeur. L'humeur, c'est la tonalité émotionnelle, on est de bonne humeur ou de mauvaise humeur, donc on est joyeux ou on est triste. Les changements sont douloureux, la phase de dépression est douloureuse, il y a une douleur morale, et il y a un certain nombre de symptômes qui sont classés dans 4 catégories standards. C'est ceux-là qui sont évalués dans les grilles pour savoir, on y reviendra, quel type de dépression on peut avoir en face de nous, ou quel type de patient avec une dépression. L'affectivité, c'est le fait d'être triste ou joyeux. Si on est joyeux, on n'a pas la dépression. Avec une perte d'intérêt. On s'intéresse plus trop à ce qu'on fait d'habitude. Les gens vont nous dire, le sport m'intéresse plus, la cuisine m'intéresse plus, les amis m'intéressent plus, quelquefois même c'est la famille. Hein. L'asthénie, donc un trouble de l'activité, moins d'énergie, moins de capacité à faire des choses. Vous voyez que l'asthénie n'est qu'un signe de dépression. Malheureusement, il y a plein de gens qui sont fatigués à qui on donne des antidépresseurs, alors qu'ils n'ont pas de dépression. Ils sont seulement fatigués, c'est autre chose. Les troubles intellectuels, c'est souvent ceux qui vont inquiéter le plus. Bon, la concentration, les gens ont du mal à réfléchir, à travailler, à comprendre, à apprendre. Le ralentissement, là voilà, les choses vont beaucoup plus lentement, souvent dans la dépression, souvent ça tourne en rond. On va trouver aussi à d'autres moments, dans certaines descriptions de dépression, une notion contraire où ça speed, ça s'accélère. On verra ce qu'on en pensera tout à l'heure. Avec des pensées négatives. Alors celle-là, elle préoccupe beaucoup. Perte de valeur, c'est-à-dire je vaux plus rien, je suis nul, je sers à rien. La culpabilité, voilà, si ça se passe mal, c'est de ma faute, c'est moi qui fais que ça se passe mal. Si les gens vont pas bien, c'est de ma faute aussi. Et évidemment, des idées de mort ou de suicide qui sont les choses les plus inquiétantes et les plus difficiles à entendre et à ressentir de la part des patients. Et puis des troubles physiques. La fatigue est aussi un trouble physique, mais c'est aussi des douleurs, des troubles digestifs, des troubles dermato, des troubles du sommeil, des troubles de la sexualité, des troubles corporels, des douleurs. C'est l'ensemble qui va s'appeler dépression. N'importe laquelle des lignées n'est pas suffisante en soi. Et puis, il y a l'angoisse. L'angoisse n'est pas un signe de dépression. L'angoisse peut accompagner la dépression, mais pas forcément. Donc l'angoisse en soi non plus n'est pas suffisante pour dire qu'il y a une dépression. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'angoisse n'enlève pas non plus le critère de dépression. Et puis, les traitements classiques, ce sont les antidépresseurs. Alors il y a différentes catégories d'antidépresseurs, plus ou moins puissants, plus ou moins complexes. Classiquement, on va donner des antidépresseurs les plus puissants pour les dépressions les plus difficiles, et puis on va donner plus d'antidépresseurs si la dépression est plus sévère. C'est ce qu'on appelle un modèle linéaire, hein, petite dépression, petit antidépresseur. Moyenne dépression, moyen antidépresseur. Grosse dépression, gros antidépresseur. Très grosse dépression. Alors souvent il y a des anxiolytiques qui sont ajoutés, des somnifères.
Et le critère sur lequel je veux surtout m'arrêter, c'est quelle que soit la durée de la symptomatologie. Dans aucune description de la dépression, qu'elle soit officielle des auteurs, personne ne dit que c'est pas pareil si c'est une dépression récente ou ancienne. La stratégie thérapeutique est la même, on la retrouvera à la fin de cet exposé-là. Et puis, il y a deux pathologies qui sont aussi classées dans les dépressions, c'est la mélancolie et la psychose maniaco-dépressive, ce sont des pathologies très sévères, que je ne traite pas dans mon cabinet, qui vont être traitées plutôt au milieu hospitalier, en tout cas dans les phases aiguës. Et donc, on va les exclure de cet exposé ici. Alors, en 88, d'abord, on va commencer par 88, je me suis installé en 88. J'ai déjà passé 5 ans à l'hôpital psychiatrique. En gros, l'hôpital psychiatrique, on m'a appris dépression, antidépresseur. Bah, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'alternative. Hein. Il n'y a pas d'alternative. C'est une maladie chronique qu'il faut traiter parce que le risque est le suicide. Voilà, tout le temps, il y a le danger de mort. Donc, on donne des antidépresseurs. Théoriquement, quand on a donné des antidépresseurs, il n'y a plus de danger de mort. Théoriquement. On en est loin. Beaucoup de gens se suicident avec leurs antidépresseurs. Alors, la psychothérapie en 88, il y a 30 ans, bof, c'est vaguement cité, mais de toute façon, il faut donner des antidépresseurs et éventuellement un peu de soutien, voilà, pour que les gens causent un peu, mais ce qui va faire le traitement, c'est l'antidépresseur. Donc c'est dangereux si on n'en prescrit pas. Alors, j'arrive avec ça. En 88, je me suis formé à l'hypnose en 86 avec certains d'entre vous ici. Et donc j'arrive avec l'idée que maladie chronique, il faut donner des antidépresseurs. Sauf que j'ai fait une formation en hypnose, un peu en thérapie brève, thérapie stratégique, systémique, tout ça. Et d'emblée, je me rends compte que ce n'est pas nécessaire de donner des médicaments à tous mes patients. Ce qui fait qu'au bout de 2 ans, donc en 90 à peu près, on a les chiffres comme ça par la Sécu, je ne prescris plus qu'avec 50% des patients. On peut penser que c'est beaucoup. À l'époque, il y a eu une étude qui a été faite à Rennes avec les psychiatres de Rennes en 92 ou 13 ou 14, je ne sais plus très bien. En moyenne, 95% des patients chez un psychiatre reçoivent des antidépresseurs. 95%. Les 5 autres, les malheureux, je ne sais pas comment ils se débrouillent. Mais dans les dépressions, il y a des dépressions aussi compliquées, des dépressions chroniques, des dépressions lourdes, et puis ceux-là, quelquefois ça s'arrange, quelquefois ça s'arrange pas trop, et du coup, je les vois, et je les vois, et je les vois, et puis ça dure, et ça dure, et ça dure. Et ce qui fait que j'ai de plus en plus de patients chroniques qui envahissent mon cabinet. Et pour cela, je ne sais pas toujours quoi faire, jusqu'à ce que je fasse une formation solide en thérapie brève, avec un institut de Belgique, l'Institut Bateson. Et là, le couplage hypnose-thérapie brève, là, ça devient très performant, surtout pour les dépressions chroniques. On va y revenir très très rapidement. Je ne vais pas beaucoup m'arrêter sur les dépressions chroniques. Je voudrais surtout vous montrer d'autres genres de choses. À peu près tout le monde sait la thérapie brève, comment on fait ça, le cadre, le nombre de séances, la prescription, l'objectif, le plus petit changement possible, tout ça. Le plus dur avec les patients qui ont des troubles chroniques, c'est le sevrage d'antidépresseurs. Les gens qui ont des antidépresseurs depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils sont tellement habitués à vivre avec l'antidépresseur, même si, comme on le reverra, l'effet chimique est discutable, il y a un effet placebo certain. Donc c'est quelquefois un peu compliqué de faire des sevrages. N'empêche que dans cette décennie-là, avec l'hypnose et la thérapie brève, je me retrouve en 97, je ne prescris plus qu'avec 10% des patients. Ici, il y a quelques diapos qui vont venir sur les dépressions chroniques et stables. Alors, donc on va voir ici quelques diapos sur qu'est-ce que c'est qu'une douleur chronique, sur le diagnostic. Vous voyez, plus de 6 mois, c'est stable, les gens sont épuisés par la douleur, par les symptômes, il y a quelque chose d'immuable, ça ne change pas. Ces diapos-là vont surtout servir à faire la comparaison tout à l'heure avec une autre forme de dépression. Disponibilité sous condition, ça veut dire qu'un bon critère pour savoir si un patient a une dépression chronique, c'est quand on lui dit je peux vous recevoir la semaine prochaine, mardi matin à 10h. Ah mince!
Ah, maman passe prendre le thé à 10 heures, je vais pas être disponible mardi prochain. Ah bon, bah alors, mercredi après-midi, ah ben non, il y a les enfants, on est d'accord. En septembre, j'ai une place, ça devrait vous arranger. C'est ça la disponibilité sous condition. Ce sont des gens qui ont déjà rencontré un certain nombre de thérapeutes, évidemment, qui ont rencontré malheureusement un certain nombre d'échecs. On pourrait aussi dire que la chronicité, c'est une histoire d'échecs. La chimie est majeure, tous ces gens-là ont pris des médicaments, arrivent avec des médicaments. Ce sont des gens qui arrivent en position basse, c'est-à-dire je sais pas, je comprends pas, j'ai pas d'énergie, je sais même pas pourquoi je viens chez vous, je sais pas ce que j'attends de vous, enfin c'est vous qui devez tout savoir. Donc vous, le thérapeute, êtes en position haute, c'est à vous de tout faire pour moi. Moi je suis là, je comprends rien, je suis fatigué, j'ai pas d'idée. Voilà, donc moi je me suis mis en position haute pendant des années. Les gens, plus j'étais en position haute, plus ils étaient en position basse, et plus j'échouais. Thérapie brève, c'est mieux. Thérapie brève, le thérapeute se met en position basse, le patient est en position haute, et c'est lui qui bosse. Bon, c'est pas toujours facile à faire la position basse, mais donc l'orientation vers l'échec. Système familial adapté, ça veut dire que quand il y a un trouble chronique, l'ensemble du système va se fabriquer des solutions pour que ce soit vivable en termes d'horaire, en termes de déplacement, en termes de travail, en termes d'argent, en termes d'un tas de choses. On est dans un processus pathologique. C'est un peu comme la différence entre la douleur aiguë et la douleur chronique. Douleur aiguë, c'est une protection. Douleur chronique, c'est une pathologie. L'arrêt du temps. Les gens sont arrêtés à un moment de leur vie. Les échecs, j'ai déjà évoqué. Bon, tout ça, vous retrouverez sur le diaporama que vous pourrez télécharger. La stratégie globale, on pourrait dire, il y a un objectif, c'est générer du mouvement, créer du mouvement. Alors là, pour ça, il faut souvent activer, surprendre. C'est là que les thérapies provocatives sont utiles. Cadrer bien la temporalité, un nombre de séances très limité. Aujourd'hui, moi, je fais 5 séances, ou 3. Je reviendrai peut-être sur la lévitation. La lévitation, c'est du mouvement. La lévitation, c'est du mouvement, contrairement à la catalepsie, qui est une stabilité. Et que les séances d'hypnose soient des séances d'expérimentation de changement, donc comme la lévitation, par exemple, ou la technique des mains de Rossi. Et les prescriptions, donc faire agir le patient, le mettre en mouvement, qu'il fasse des choses, que ce soit allumer des bougies tous les soirs entre 2h et 3h du matin, ou de faire le tour de sa maison à cloche-pied, de préférence dans un moment qui est assez désagréable. Avec les patients qui sont très chroniques, faut surtout s'autoriser à les faire bouger, même si c'est pas très facile pour eux. Enfin, il faut que ce soit bien cadré, que ce soit adapté à leurs possibilités. 97, voilà. Donc 10% de patients qui ont des dépressions. Mais elles sont finalement, quand je regarde de près, elles sont un peu bizarres, ces dépressions-là. Il y a plutôt de l'agitation, de l'angoisse. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas forcément d'angoisse, mais là, l'angoisse est majeure, voire la panique. Ce sont des gens qui disent, mais j'ai besoin de vous voir en urgence. En urgence, j'ai un rendez-vous dans une semaine. Voilà. Une semaine, c'est loin, loin, loin. Loin, loin, loin. Ce qui est compliqué, parce que chez les psys, traditionnellement, les rendez-vous sont à 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Donc, quelqu'un qui a besoin de voir quelqu'un rapidement, c'est très, très compliqué. Ce sont des gens qui se retrouvent forcément à prendre des psychotropes pour stabiliser un peu les choses. Donc, une instabilité des gens, l'instabilité des symptômes, qui sont variables, changeantes, tantôt puissantes, tantôt beaucoup plus limitées, imprévisibles. Et donc, il y a une question d'incohérence, et l'incohérence crée de l'angoisse. L'imprévisibilité crée de l'angoisse. Donc, l'angoisse, ça tourne en rond, quoi. Ça tourne, ça devient de plus en plus angoissant pour les gens, mais aussi pour leur entourage. Les proches ne comprennent pas du tout ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce moment-là où quelqu'un qui était assez calme, qui devient agité, qui devient très angoissé, qui a très peur de tout. Et les patients se sentent alors en danger. L'angoisse crée du danger, un sentiment de danger. Et le danger crée de l'angoisse. C'est aussi un truc qui tourne en rond. Mais aussi chez le thérapeute. Pourquoi je prescris des antidépresseurs jusqu'en 97 ou 97 gens? Parce qu'il me fout de la trouille. Il me fout de la trouille, donc je dis, hop là, antidépresseur, médoc, ce n'est plus de ma responsabilité. Ce sont les antidépresseurs qui doivent faire leur boulot. Donc c'est très rassurant pour moi. Très très rassurant pour moi. Donc voilà, prescription immédiate. Voilà que... Quelque chose là qui dans la tête, avec des doigts un peu partout, tombe sur les épaules, c'est pas plus
exemple là, Ouais. Là, je ne sais pas si le son est suffisant. Vous entendez? Bon, ben. En fait, c'est un jeune homme que je vois depuis déjà quelques temps. L'histoire est plus complexe que ça, mais à un moment, il arrive et me dit, je comprends plus rien, quoi. Il avait une espèce de truc bizarre dans la tête, là. Il comprend plus rien. C'est de pire en pire. C'est de plus en plus compliqué. Il comprend plus, quoi. Il comprend plus. Il voit plus non plus comment je peux être en mesure de l'aider. Sur la deuxième partie enfin, un autre moment dans notre échange, il va expliquer, bon, on n'entend pas très bien, il va expliquer voilà, que sa femme ne comprend rien, ne comprend plus rien. Lui qui bougeait pas, qui était calme comme ça, il s'énerve, il pleure, il crie, après il calme et il redémarre. Enfin, ça n'a plus aucun sens, quoi. Donc ça n'a plus aucun sens. Et quand les choses n'ont pas de sens, eh ben ça fait peur, quoi. Eh ben ça fait peur. Donc des gens comme ça, j'en avais entendu pas mal. Eh ben ces gens-là, je les calmais. J'avais les moyens de les calmer. Pendant ces quelques années-là aussi, j'avais croisé une drôle de théorie qui s'appelle la théorie du chaos. Maintenant, tout le monde en a entendu parler. À l'époque, elle était un peu plus récente. Ça dit quoi en gros? Ça dit que tous les systèmes vivants, enfin tous les systèmes dynamiques complexes, nous on s'intéresse aux systèmes vivants, sont susceptibles de passer dans des phases où ils n'arrivent plus à s'adapter à leur environnement et ils passent en phase chaotique. C'est-à-dire, c'est le bazar, un peu comme ce jeune homme-là. C'est le bazar. Vous avez tous vécu des périodes de chaos, des moments où vous savez plus du tout où vous situez, comment faire. Un moment vous avez une idée, puis une autre idée. Enfin, ça tourne en rond. C'est assez désagréable. Ça peut être très désagréable. Et les scientifiques ont appelé ça des phases chaotiques. Ils ont pris le terme de chaos. Le chaos, c'est l'état de l'univers avant la lumière. Pas mal ça. Avant la lumière. Et puis une discipline qui s'est créée, qui s'appelle la théorie du chaos. Et la théorie du chaos dit que quand un système passe en phase chaotique, eh bien, il est en train de fabriquer des solutions. Il est en train de se transformer. Il est en train de se modifier. Et dans cette modification, eh bien, il va pouvoir fabriquer un nouvel équilibre qui va être adapté au moment, à l'environnement, aux circonstances actuelles. Bon, c'est intéressant tout ça, les phases chaotiques. Les phases chaotiques, c'est très intéressant en théorie, mais en pratique. Alors en pratique, petit à petit, ces patients qui sont un peu bizarres, ces lectures sur le chaos, je finis par... ça ferait comme Kessler disait, de la dissociation, donc ça commence à se connecter. Et tout d'un coup, je me dis, est-ce que ces dépressions bizarres, agitées, perturbées, instables, imprévisibles, est-ce que ce serait une phase chaotique? Bon, supposons que oui, ça voudrait dire que les gens sont dans une phase évolutive. Si oui, c'est une bonne chose. Et si oui, il faut laisser le chaos aller à son terme, puisque c'est un processus, et quand il arrive à terme, il y a une transformation qui se produit. Donc ça voudrait dire que, en gros, il faudrait quasiment ne rien faire. Juste faire comme Hippocrate, s'asseoir à côté des gens et attendre qu'ils guérissent. Ce qui est la chose la plus difficile à faire dans un monde où on est hyperactif et on veut toujours nous contrôler, maîtriser les choses. Bon, j'ai pas fait ça très simplement, hein. Et donc la question est venue, est-ce que j'arrête de prescrire des antidépresseurs à ces gens-là? La réponse a été non. Sûrement pas. Jusqu'à ce que un jour, un jeune homme est arrivé un matin, j'ai dû le voir à 8h, 8h30, il était alors pile poil dans un truc chaotique comme ça. Je lui ai dit, je peux vous prescrire des antidépresseurs, d'ailleurs c'est comme ça que tout le monde ferait, mais je sais pas, ça vous intéresse, vous, de prendre des antidépresseurs? Il dit, non, moi si on peut faire autre chose, moi je veux bien faire autre chose. Je dis, écoutez, je vous prescris pas d'antidépresseurs, mais on se revoit ce soir. Et ce soir, on vérifie que c'est juste. Elle me dit, ok, on se revoit le soir. L'angoisse était descendue. Pourquoi l'angoisse est descendue? Parce qu'il est dans un cadre, il y a déjà eu une relation, il y a déjà eu un échange, il y a déjà eu un lien, il y a déjà eu il est déjà mieux le soir, il va pas bien.
Mais du coup, on n'est plus dans ce truc menaçant, dans ce truc de danger. Il y a déjà du changement modéré, mais il y a déjà du changement. Ça, c'est le premier avec qui j'ai fait ça. Plus tard, et puis je vais vous montrer un diaporama là, et vous allez vous amuser parce qu'il y a un petit jeu pour vous. Enfin, ces diapos-là ont été faites après 98, mais elles auraient pu être faites à l'époque si j'avais su. Je vais vous montrer des dessins. Les dessins s'appellent des mandalas, qui ont été colorés par des patients. Alors, les patients qui sont vraiment en grande difficulté. Vous les regardez, la moitié de ces coloriages sont faits par des patients chroniques et l'autre moitié par des patients en phase chaotique. Le jeu, c'est de découvrir lesquels. Alors d'abord, vous allez les voir tous de manière à la suite, puis après, je vais vous faire deux colonnes. Donc ça va, en principe, voilà. Voilà, il y a 4 modèles différents de mandala. J'ai commencé à faire ces mandalas dès 1998 avec les patients, et en fait j'ai commencé à donner des mandalas parce que justement, comme je donnais plus d'antidépresseurs, je me dis tiens, je vais leur faire quelque chose quand même, du coloriage comme aux gamins. On pourrait dire que c'est pour faire de la régression, mais en fait c'est surtout pour faire une sorte de transe, parce que quand les gens colorient des mandalas, ils sont plutôt confortables. Bon, pour autant, il y a les patients chroniques, les patients chaotiques. Alors maintenant, il y a d'un côté, vous allez voir un type de patient, de l'autre côté, un autre type de patient. À vous de savoir si les chaotiques sont à gauche ou à droite, ou les chroniques à gauche ou à droite. Hein. Ceux qui ont trouvé et ont le droit d'aller manger. Voilà, je vous les remets. Bon, on va rester sur ça. Non, on va même aller jusque-là. Alors, pour vous, ceux qui sont à gauche, qui dit chaos et qui dit chronique à gauche et qui dit chaotique à droite. Bon, il y en a qui ont déjà de l'expérience ici. Hein. En fait, les patients chaotiques sont à gauche. En fait, les patients chaotiques sont à gauche. En fait, je me suis rendu compte de ça en 2005 pour préparer un congrès que je faisais chez Gaston Brosseau à Montréal, en triant des mandalas, comme ça, parce que j'en avais une pile là. Et en triant des mandalas, à un moment, je me suis rendu compte, mais en fait, tous les, entre guillemets, les beaux, c'est subjectif, mais enfin, en tout cas, les mandalas bien coloriés, vous voyez, avec bien dessinés, avec plusieurs couleurs, avec de la lumière et tout ça, eh ben, sont faits par des gens chaotiques. Ce sont des gens qui sont très, très disponibles pour s'occuper d'eux, pour changer, pour évoluer. Ils vont y passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures sur un mandala. Les gens qui sont dans des phases chroniques, c'est épuisé, plus de créativité, plus d'énergie, plus d'envie, incapable de passer du temps sur une tâche comme ça. Alors de fait que quand je donnais des mandalas à une époque avec des patients chroniques, je leur faisais un peu de mal, hein, parce que je leur donnais une tâche au-delà de leur capacité. Ça m'a aidé aussi à comprendre que les patients chroniques, il faut leur donner des tâches vraiment au niveau de leurs compétences, et quelquefois des tâches toutes petites. Hein. Hein, je me rappelle toujours la dame à qui j'ai une dame directrice, une grande directrice d'une entreprise, machin, qui m'a dit qu'elle était plus capable de rien faire. Je lui ai demandé de faire un puzzle de 18 pièces. 18 pièces. Elle m'a dit, mais j'ai déjà fait des puzzles de plusieurs milliers de pièces. Je dis, oui, à une époque, mais aujourd'hui, dans l'état où vous êtes. 18 pièces, je suis pas sûr que vous soyez capable. On est parti un peu contrarié. Elle est revenue sans puzzle. Je l'ai mise dehors, bien sûr. Du coup, elle est allée acheter un puzzle de 18 pièces, puis elle m'a appelé 1 heure après, elle m'a dit, ça y est, c'est fait. Je dis, vous voyez, déjà, vous allez mieux.
Donc voilà les mandalas. 98. Donc maintenant c'est clair, il y a deux formes de dépression. Il y a des dépressions qui sont chaotiques, récentes, agitées, et puis des dépressions qui deviennent stables. C'est toujours la même chose, et puis qui peuvent durer des années, de manière identique à elles-mêmes. Donc 98, j'arrête de prescrire les antidépresseurs. Et la première tâche que j'ai à faire, c'est avec un patient, est-ce qu'il est dans une phase de dépression chronique ou de dépression chaotique? Alors il y a un truc très simple, ça suffit pas, mais il y a un truc très simple. Tu demandes à ton patient, est-ce que vous êtes avec des symptômes qui sont comme ça, c'est toujours pareil, ou bien c'est comme ça? Ceux qui te disent comme ça sont chaotiques, ceux qui te disent comme ça sont chroniques. Hein? Diagnostic simple. En passant, on va regarder quelques-unes des différences. Hein, vous voyez, c'est récent, alors que de l'autre côté, c'est plus de 6 mois. Alors ça, c'est le type de description, comme on dit en médecine. Hein. C'est le modèle type. Après, il y a des variantes. Enfin, grosso modo, ça colle bien. Vous voyez, d'un côté, il y a de l'épuisement. Donc l'épuisement, il n'y a plus d'énergie. Alors que les autres, les patients chaotiques, ils sont très angoissés. Quand il y a de l'angoisse, il y a de l'énergie. Il faut de l'énergie pour faire de l'angoisse. Plus d'énergie, tu n'as même plus d'angoisse. Hein. Tu subis le côté imprévisible, alors que de l'autre bord, c'est immuable, symptômes variables. Et disponibilité immédiate. Un patient chaotique, tu l'as au téléphone, tu lui dis oh, je peux vous voir cet après-midi à 14h, il va louer un hélicoptère. Quoi. Et il vient. Il va tout à faire ses centres, il vient, parce qu'ils se sont tellement en danger qu'il vient. Le patient chronique, il dit ah oui, mais vous pourriez pas plutôt un soir après 20h30, après le sport, ça m'arrangerait bien. Justement, je viens faire des courses à Rennes ce jour-là. D'accord. Donc c'est pas pareil. Hein. C'est vraiment pas pareil. Hein. Souvent, c'est un premier soin. Ils prennent pas de chimie. Donc vous voyez, tout ça, c'est des différences. Chèque en blanc, c'est-à-dire que quand des patients sont dans des phases chaotiques, tu peux leur demander de leur faire des tâches. Ils te disent oui. Si ça peut m'aider, je le fais. Le patient chronique, il dit ah, à quoi ça va servir ça? Vous êtes sûr que j'ai besoin de ça? Oh, je veux pas avoir le temps. Je crois pas que ça m'intéresse. C'est très très différent. Donc les patients chaotiques sont très motivants. On ne parle pas d'échec. Quand est-ce que ça démarre un chaos? Le lien le plus facile à repérer, c'est par rapport au cycle de vie. Vous connaissez le cycle de vie, ce sont des étapes qu'on franchit dans la vie. Voilà. On passe tous des étapes dans notre croissance, quand on quitte la famille, quand on fait un travail, quand on déménage, quand il y a des enfants qui arrivent, etc., ou quand on va dans une nouvelle école. Tout ça sont des étapes de cycle de vie. Les étapes de cycle de vie sont tous des phases pendant lesquelles il faut qu'on se réaménage intérieurement pour être adapté à la phase suivante. Soit on y arrive, et quelquefois on n'y arrive pas bien. Comme si on n'avait pas le matériel interne, ou le potentiel, ou la capacité. Et bien c'est ça, on se retrouve avec un système complexe, dynamique, qui passe en phase de chaos. Ah oui, mais c'est bon ça. Pas agréable, hein. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'accepter cette phase de chaos. J'en ai eu une hier après-midi d'ailleurs, une phase de chaos. Toute petite, hein. Mais on était en train de faire une réunion, de préparer un travail. Alors je comprenais plus rien du tout. Je suis sorti de ce truc-là complètement en vrac. Je dis j'arrête tout, c'est pas la peine, je comprends plus. Ça tournait dans ma tête, ça tournait dans ma tête, ça tournait dans ma tête. Ah si, c'est bien, non, ça va bien. Bon. Et puis ça tournait pendant quelques heures, et tout d'un coup, dans la soirée, je me dis mais je voyais les choses à l'envers. Je voyais le processus complètement là. Il a suffi que je pense autrement dans ma tête, tac, le chaos s'arrêtait tout de suite. Instantanément. Parce que le chaos, quand il a fait son œuvre, il s'arrête, tac, tout de suite. Comme ça. C'est on-off. On va voir ça sur un document tout à l'heure. Bon, le processus, les grandes règles de stratégie thérapeutique, c'est d'être disponible. Vous ne pouvez pas dire à un patient en phase chaotique, je vous revois dans 2 mois. Ça n'a aucun sens. Je vous revois dans 2 jours, oui. Donc, si ce n'est pas disponible,
Tu peux pas faire. Tu peux pas faire. Tu peux pas faire. Ça a été quelquefois un peu compliqué pour moi, hein. Par exemple, quand des gens sont en phase de chaos, si c'est juste avant mes congés, je commence pas le traitement avec eux. Seulement quand je reviens. Parce que c'est pas la peine, je pourrais pas les accompagner. Alors là, je leur demande de voir avec leur généraliste pour qu'ils prennent des stabilisateurs, anxiolytiques, machin, tout ça, le temps que je revienne. Ces gens-là ont besoin d'être rassurés. Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure avec un tableau que je vais vous montrer. C'est un monsieur qui a 45 ans, qui est vraiment dans cette phase de chaos là. Et pas la première séance, mais la deuxième séance, je lui ai montré ce dessin-là. Je lui ai raconté ce qu'est le chaos, comment ça marche, les phases de cycle de vie, les changements, l'intérêt, tout ça. Quand il est revenu la fois après, il avait quasiment plus d'angoisse, il était beaucoup mieux. Et je dis, qu'est-ce qui vous a aidé? Il dit, ce que vous m'avez montré là, le dessin, m'expliquer, je comprends mieux. C'est rassurant de savoir que c'est normal. C'est rassurant de savoir que je suis dans une phase normale de ma vie. Et peut-être même une phase positive de ma vie. Bah ouais, plutôt que de penser qu'il est très malade, il pense qu'il est en train d'aller très bien. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Changement d'orientation à la réalité, hein, disait Erickson. C'est fait ça, hein, la thérapie. Donc rassurer, expliquer, voilà, un peu comme je fais. J'explique des tas de choses comme ça mais aux patients qui sont dans ces phases-là. Et leur trouver des stratégies sédatives. C'est surtout l'angoisse qu'il faut faire baisser. L'angoisse, elle empêche de penser, l'angoisse, elle empêche d'agir, l'angoisse, elle bouffe toute l'énergie. Donc, il faut surtout réduire l'angoisse. Ce qui fait qu'un certain nombre de ces patients-là, je les autorise à prendre des anxiolytiques. Pas des antidépresseurs, mais des anxiolytiques, que je ne prescris pas non plus. La catalepsie va être beaucoup plus pertinente, parce que la catalepsie, c'est de la stabilité dans le corps. Oui. Stabiliser, poser, calmer, les ancrages. Le lieu sûr corporel. Les mandalas, j'ai déjà évoqué ça, je vais vous montrer... Non, je ne veux pas vous montrer autre chose d'ailleurs. Les mandalas, les gens qui sont en phase chaotique, ils partent de chez moi avec un petit paquet de 4 mandalas que vous allez trouver dans le kit de survie que vous allez télécharger. Et dedans, il y a des mandalas et je leur fais faire des coloriages. Et beaucoup de gens, pas tous, me disent oh, c'est incroyable, je dormais plus, j'étais tout le temps énervé, j'étais tout le temps agité. Oh, quand je fais ça génère une transe agréable. Les patients chroniques, hein, au bout de 3 minutes, ça les énerve. Il fait chier, qu'est-ce qui m'emmerde, ça c'est pas ça qui va me soigner. C'est 5 ans que je vais pas bien, il peut faire du coloriage, c'est ridicule. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Les patients chroniques, il a du sens. Il s'accroche, quoi. C'est comme le noyer. Hein, tu l'entends une bouée, il s'accroche à la bouée, quoi. Les patients chroniques, ils disent ah votre bouée, cette marque-là, la couleur. N'en auriez pas une plutôt en forme de nounours ou de... Hein je vais réfléchir. Et rassurer l'entourage. Donc c'est très important, très souvent, de faire venir l'entourage pour lui expliquer aussi ce qui se passe et quel est le processus et comment l'entourage peut être rassurant. Et rassurer, hein, rassurer. Alors je vais vous montrer deux types de métaphores. Une que j'utilise beaucoup avec les patients. Vous voyez, ça vient d'un logiciel de fractal, c'est-à-dire des trucs à l'informatique et qui fabriquent des dessins qui contiennent le même dessin, Voilà, c'est ça. On dit aussi c'est la longueur des côtes de Bretagne, pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça. Ou les choux-fleurs. Ceux qui mangent des choux-fleurs bretons. Enfin, les choux de Bruxelles, je ne sais plus lesquels sont avec des têtes comme ça. Hein? Romanesco. Oh. Bon, vous voyez, il y a deux grandes... En fait, beaucoup de gens, moi j'en fais partie, et certainement vous aussi, considèrent que la vie c'est une sorte de chemin. Voilà. Il y a un parcours, il y a un processus. Sur un chemin, il y a des phases faciles, des phases moins faciles. Et ici, sur ce dessin-là, sur ce coloriage, enfin, sur ce dessin, on va l'appeler un dessin, mais il y a deux grandes zones. Il y a la zone du haut, vous voyez, plein de petits bouts, là, un peu jaune, un peu vert, un peu rouge, et surtout un peu noir. Et puis une zone en bas avec des aplats verts, enfin des grandes zones comme ça. Et bien grosso modo, je raconte à mes patients, quand ils sont en phase chaotique, ils sont en haut là. Et ils tournent en rond là-dedans.
et ils tournent en rond. Donc ils passent par des zones colorées où ils sont plutôt mieux. Comme ils continuent à cheminer, tac, ils se retrouvent dans le noir. Donc un coup je suis bien, un coup je suis pas bien. Alors les durées sont plus ou moins longues, mais ça peut varier d'une heure à l'autre. Hein. Beaucoup de gens disent mais je démarre le matin, je sais pas comment je vais être dans une heure, quoi. Je sais pas, peut-être que je pars, je suis bien, une heure après c'est la catastrophe. Enfin ça ressemble à rien. Et voilà, vous tournez en rond là-dedans. Alors il y a plusieurs hypothèses quand quelqu'un se retrouve là-dedans. Ben, soit il traverse ça, comme la plupart d'entre nous, on a tous traversé des phases chaotiques. Quelquefois sans s'en rendre compte très bien, quelquefois on s'est rendu compte quand même que ça chahute. Hein. Mais en tout cas, dès qu'on franchit la zone, là, en bas, là, et qu'on arrive sur la zone verte, rose, il y a une frontière, là. Dès qu'on passe la frontière, on a changé de pays. C'est un peu comme quand il y a une rivière turbulente, quoi. Tu es au milieu de la rivière, tout d'un coup, tu arrives de l'autre bord, le sol est là. Hop, tu marches un peu, tu es sur la rive de l'autre côté, terminé, tu es tranquille. Voilà, c'est une question de franchir cette phase-là. Maintenant, des gens qui sont dans une phase comme ça, c'est pénible, c'est dangereux, même parce que vous voyez le gros rond noir là, en bas à droite, ça c'est mauvaise pioche. Hein. Ceux qui se retrouvent là. Alors je leur dis, moi je suis un expert. C'est un peu comme les passeurs de la baie du Mont-Saint-Michel. Je connais tous les endroits un peu compliqués de ce pays-là, et moi je peux vous guider et vous accompagner pour aller d'île au vert en île au jaune et d'île au vert en île. Ça n'évitera pas que vous allez quand même aller au bouillon de temps en temps. Mais en tout cas, je suis capable de vous éviter d'aller dans le gros trou noir. Là. Parce que ce truc-là, c'est le danger extrême. C'est la mort, c'est le suicide. Les gens qui ont peur, qu'est-ce qu'ils font quand ils trouvent une petite zone? Eh bien, un certain nombre d'entre eux, voire beaucoup d'entre eux, ont la capacité à s'accrocher à un petit îlot. Et une fois qu'ils sont accrochés à un petit îlot, ils n'en bougent plus. Parce que s'ils bougent, ils repartent dans le bouillon. C'est quoi ces petits îlots-là? Eh bien, c'est des territoires de la dépression chronique. Je ne bouge plus, je ne change plus rien, je ne prends plus aucun risque dans ma vie. Voilà. Parce que je sais bien que dès que je bouge, ça repart. Et puis la médecine a fabriqué un truc extrêmement efficace pour s'accrocher aux îlots, ce sont les antidépresseurs. Tu prends les antidépresseurs, ça te colle sur un îlot, après tu bouges plus. Tu enlèves l'antidépresseur, tu vas redémarrer, rechute. Re-antidépresseur, tu réenlèves les antidépresseurs, tu rechutes, on va finir par te dire que tu as un trouble bipolaire ou qu'il te faut des antidépresseurs toute la vie. C'est facile à comprendre. Hein. Donc voilà, moi j'aide les patients à se balader là-dedans, Bon, je n'ai jamais traversé la baie du Mont-Saint-Michel de nuit dans la tempête avec les pèlerins, mais j'ai pas accompagné beaucoup de gens en phase chaotique. Regardez j'ai le temps. Oh là là, oh ben non, tant pis, je vais passer aussi les stratégies, parce que j'ai plus qu'une minute. Mais vous trouverez tout ça. Rapidement, entre 98 et 2010, donc pendant 10 ans, je vais installer un peu tout ça. Mais il faut que je résiste aux pressions. Hein. Les pressions, c'est tous les gens autour de moi qui me disent « t'es complètement cinglé ». Les dépressions, il faut prescrire des antidépresseurs. J'ai même été dans un congrès, dans un institut d'hypnose, où on m'a dit après « ce que tu présentes, c'est très dangereux. Très dangereux ». Après, quelques années après, le même institut est venu me dire « finalement, c'était assez juste ». N'empêche qu'en 2017, il y a un livret qui sort sur la dépression, incroyable, il dit « la psychothérapie en première intention ». 98, c'était hors de question. Vous voyez, en 10 ans, les choses ont changé. En 20 ans, 98-2007, 20 ans. Ça m'a pas mal soulagé, ça. Hein. Je me suis dit, oula. Et en 2008, 2 méta-analyses. Qui se souvient de ça? 2 méta-analyses, c'est-à-dire des analyses d'analyse. 2 équipes, une en Angleterre, une aux États-Unis, ont pris toutes les études de laboratoire sur les antidépresseurs. Toutes les études officielles, c'est-à-dire celles qui ne sont jamais restées, qui sont restées dans les tiroirs, jamais publiées. Parce que les labos ne publient que c'est les études qui les arrangent. Faut savoir ça, hein, vous savez bien. Donc il y a des lois qui obligent les labos à donner toutes leurs études. Quand ils prennent toutes les études, antidépresseurs, placebo, kiff.
sauf pour des dépressions très sévères, c'est-à-dire 5 à 10% des dépressions. Qui se rappelle de ça? Hein, ça s'est passé sous le boisseau. Ceci dit, un placebo, c'est pas mal aussi. Hein. Faut pas négliger ça, mais... Bon, puis le congrès de Saint-Malo, quelques-uns d'entre vous étaient là déjà en 2010. Alors, les conclusions. D'abord, c'est très important que vous sachiez que vous disiez autour de vous, que vous sachiez transmettre ça. Aujourd'hui, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est ça. Les dépressions sévères, c'est-à-dire... Alors, comment on sait qu'une dépression est légère, moyenne ou sévère? Tout le monde ne va pas faire une échelle d'Hamilton enfin bref, un test. Pratiquement personne ne fait ça. Mais c'est l'expérience, quoi. L'expérience, quand on travaille depuis un certain temps, on perçoit bien si c'est très compliqué ou si c'est plutôt léger. En tout cas, les dépressions sévères, vous voyez, c'est toujours première intention, antidépresseur. Dépression moyenne, légère, là je ne sais plus dans quel sens j'ai mis, légère. Première intention, psychothérapie. C'est marqué psychothérapie de soutien parce que sinon les gens ne savent pas ce que c'est. Hein. Si on était hypnose, ce serait compliqué. Et même pour les dépressions modérées, on conseille d'abord aux prescripteurs, enfin aux médecins, de passer par la psychothérapie, voire en combinant avec un antidépresseur. Mais c'est un sacré changement. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme ça que ça fonctionne dans le quotidien médical aujourd'hui. Le nombre de gens que je vois là qui ont eu des symptômes, quel que soit leur âge, on leur donne un antidépresseur tout de suite. Tout de suite. D'ailleurs, tiens, j'ai oublié de mettre ça dans la conclusion. Il y a une conclusion aussi à laquelle je tiens beaucoup, c'est que les stratégies ont été pendant longtemps, première consultation, dépression, antidépresseur. Donc, tu connais quelqu'un depuis un quart d'heure, antidépresseur. Aujourd'hui, c'est dépression, revoir le patient et seulement en deuxième consultation, décider de la prescription. Et ce temps-là est extrêmement important parce que ça a créé un cadre sécurisant, ça a créé une relation, ça a créé de l'alliance, les symptômes sont différents et ça réduit beaucoup les prescriptions. Donc, ce serait déjà pas mal de faire ça, de faire gaffe à la première consultation. Bon, les troubles bipolaires, aujourd'hui c'est la tarte à la crème. Je sais pas moi, un patient sur 3 aujourd'hui qui arrive chez moi et dit on m'a dit que j'ai des troubles bipolaires. Pour moi, les troubles bipolaires sont certainement à 90% des gens qui ont été en phase chaotique, stabilisés par antidépresseurs. On arrête des antidépresseurs, ça redémarre. 2, j'arrête des antidépresseurs. 3, troubles bipolaires, traitement à vie. Voilà, on ne bouge plus et ça fait des gens qui vivent sur des petits îlots comme ça, au milieu de nulle part. L'efficacité du couple hypnose et thérapie brève. L'hypnose suffit pas toute seule pour les troubles chroniques. Repérer les phases chaotiques, les phases d'agitation. Alors il y a les symptômes de dépression, tout ça, mais ces phases chaotiques sont une chance, j'ai eu la bonne diapo là, sont une chance dans la vie, même si c'est pas confortable, mais il n'y a pas que des choses confortables dans la vie, et protéger ce processus naturel et vivant. Alors j'aime bien dire à des patients comme ça, je suis rassuré, hein. Vous faites une dépression. Ça, c'est une sacrée chance pour vous. Ah bon? On appelle ça du recadrage. Hein, du recadrage. Et quand les gens voient que je suis très confortable avec eux, ils disent bon, ça devrait aller alors. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas pourquoi la dernière diapo vient de sauter. Enfin, elle doit être là. Voilà. De nouveau l'adresse, hein, si vous n'avez pas pu la noter ou la prendre en photo tout à l'heure. Là-dedans, il y a des mandalas, il y a un article. L'article qui explique toutes les stratégies de traitement. Il y a un article récent qui a été fait par une journaliste polonaise. Il y a ce diaporama. Il y a je sais pas quoi. Il y a 5 ou 6 choses dedans qui vous permettront d'en savoir plus. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis je vous souhaite une bonne suite de colloques. Voilà. Bisous à Sophie, à Daniel et aux autres. Merci.